Ah bah oui, t'as pas le temps. Bah, ouais. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette session de poster discussion sur la résistance et le dépistage. Donc, je suis Anne-Geneviève Marcelin, je suis virologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris et je suis ravie d'avoir à mes côtés une des oratrices de la session, le professeur Charlotte Charpentier, qui est virologue à l'hôpital Bichat à Paris également. Donc cette session de poster va se dérouler de la manière suivante. On va avoir donc toutes les présentations les unes à la suite des autres. Et puis ensuite, nous aurons à la fin une partie discussion. Surtout, n'hésitez pas donc à poser vos questions via le chat. Je pourrai les voir au fur et à mesure. Et puis, on y répondra donc à la fin avec tous les intervenants. Donc, pour introduire cette session, nous allons avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 présentations. Une première sur la résistance aux antirétroviraux au Nord Kivu, faite par Alexandra Duhan, qui est virologue à Avicenne. Une deuxième présentée par Charlotte Charpentier sur la sensibilité phénotypique du VIH2 à un nouvel inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse. Ensuite, nous aurons Christine Butel qui nous présentera des résultats sur l'étude de polymorphisme de l'intégrase et la réponse au dolutegravir au Cameroun. Elle travaille à l'IRD à Montpellier dans l'équipe de Martin Peters. Et ensuite, nous aurons une présentation sur le dépistage du VIH à Ségou au Mali par Diallo Bassirou qui travaille à l'ONU-SIDA au Mali. Et ensuite, une présentation sur la dynamique des sous-types du VIH1 en Afrique par Diouara Mali qui est enseignant-chercheur au Sénégal. Et pour finir, nous aurons une présentation sur l'intérêt du prélèvement sanguin communautaire chez les ACHSH à Yaoundé au Cameroun par Enama Osomba Jean-Paul qui travaille à Humanity First. Voilà, écoutez, je pense qu'on peut lancer les présentations et on se retrouve tout de suite après. Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Alexandra Duhan, je suis technicienne de laboratoire en virologie à l'hôpital Avicenne et nous avons réalisé en partenariat avec l'hôpital de référence de Panzi une étude concernant l'infection du VIH au Sud Kivu, en République démocratique du Congo, une résistance génotypique élevée aux antirétroviraux. Donc, le contexte de la ville de Bukavu où nous avons réalisé notre étude, c'est une province du Sud Kivu en République démocratique du Congo. C'est une région avec une très grande instabilité, avec un grand brassage ethnique et puis des guerres ethniques permanentes, des déplacements de population très importants, une grande fragilité du système de santé et puis elle est surtout connue pour aussi le viol utilisé comme arme de guerre avec énormément de survivantes de violences sexuelles. Donc l'hôpital de Panzi où nous avons réalisé l'étude est un hôpital qui a 450 lits avec différentes spécialités, mais qui a surtout une file active de patients vivant avec le VIH d'à peu près 2900 patients. Le suivi jusqu'en 2018 de ces patients était réalisé avec le dosage des CD4 et puis ils avaient, comme décrit ci-dessous, 2 lignes de traitement disponibles. Donc, l'objectif de cette étude était de déterminer le nombre de patients en échec virologique grâce à la charge virale HIV et évoluer le degré de résistance génotypique des souches virales. Donc, durant cette étude qui s'est déroulée de juin 2017 à juillet 2018 sur 205 patients, dont 70% de femmes à peu près, 192 patients étaient traités et 13 étaient naïfs. Ce fut d'ailleurs des découvertes pour eux. Et puis, donc, pour mener cette étude, l'hôpital de Panzi a récolté du plasma qui a été congelé et envoyé à l'hôpital Avicenne. Une fois à l'hôpital Avicenne, nous avons réalisé la charge virale HIV,
Le dosage des ARV a été effectué à l'hôpital Bichat, et puis chez nous aussi, à l'hôpital Avicenne, nous avons réalisé le génotype de résistance aux antirétroviraux grâce à l'algorithme de la NRS 2018. Donc, je vous présente ici les résultats de cette étude. Donc, comme on peut voir, les 13 patients naïfs avaient forcément une charge virale non contrôlée, absolument pas du tout d'ARV dans le plasmatique. Et puis, on peut quand même observer qu'il y avait 15% de ces patients qui commençaient à présenter une résistance au NNRTI. Sur les 192 patients traités, on avait 32% de ces patients avec une charge virale non contrôlée. Et sur ces 32% de patients, 8 présentaient une concentration plasmatique quasiment nulle en ARV. Donc, un très probable problème d'observance. Voilà. Ensuite, sur ces 32%, vous avez 43% de résistance au NRTI, 58% de résistance au NNRTI et enfin 14% de résistance aux antiprotéases. Nous avons de même effectué la caractérisation grâce à un arbre phylogénétique de 75% des souches qui étaient avec une charge virale supérieure à 40 copies par ml. Et on retrouve effectivement une énorme diversité génétique du VIH qui appartient au groupe M et qui a été largement décrit dans cette région. Donc, la conclusion de cette étude, c'est qu'il y a plus de 32% des patients qui sont sous ARV qui sont non contrôlés, mais ce qui implique quand même 68% de patients contrôlés, un niveau élevé de résistance en première ligne de traitement, et puis quand même 8,3% des patients qui sont traités, mais qui ne prennent a priori pas correctement leur traitement. Alors, le moyen d'essayer d'enrayer cette infection serait peut-être de faire un suivi rapproché des patients affectés par le VIH grâce à l'apport des charges virales HIV faites sur le CEFED depuis 2018 et puis une éventuelle éducation thérapeutique grâce à des livrets ou des formations des médecins comme des patients. Voilà. Enfin, je tiens à remercier l'ensemble de mes collègues de l'hôpital de Panzi, sans qui cette étude n'aurait pas été possible, les collègues de l'hôpital Bichat pour leur coopération, et puis enfin tous mes collègues et amis de l'hôpital Avicenne. Merci. Bonjour, merci au comité scientifique de me donner l'opportunité de vous présenter ce travail sur la sensibilité phénotypique d'isolat clinique VIH2 résistant aux inhibiteurs nucléosides de la transcriptase inverse à un nouvel inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse, le GS9131. Comme vous le savez, la prise en charge de l'infection par le VIH2 est impactée par le nombre limité de médicaments antirétroviraux actifs et par l'acquisition rapide de mutations associées à la résistance aux ARV en cas d'échec virologique, et ceci associé à un niveau élevé de résistance croisée. Ainsi, il y a un très fort besoin de pouvoir disposer de nouvelles molécules actives contre le VIH2, y compris sur des virus multirésistants. Le GS9131 est actif in vitro contre le VIH1 sauvage et également sur différents profils de résistance au NUC, à l'exception du complexe de multidrogue résistance Q151. En ce qui concerne le VIH2, l'activité de GS9131 a été évaluée uniquement sur une seule souche sauvage de VIH2 avec une CI50 similaire à celle observée pour le VIH1 sauvage. L'objectif de ce travail était donc d'évaluer l'activité in vitro du GS9131 sur des isolats cliniques VIH2 porteurs de différents profils de mutation de résistance au NUC. Nous avons testé les virus de référence VIH1, BRUR, VIH2, ROD et 13 isolats cliniques VIH2 porteurs de mutations à la transcriptase inverse 65R, 151M, 184V et ou 215YF. Nous avons isolé ceux-ci à partir du plasma de patients d'irémiques sous NUC. Nous avons déterminé la sensibilité phénotypique à GS9131 par la technique ANRS de coculture avec les PBMC issus de donneurs sains. Voici les résultats qui montrent sur le tableau de gauche la sensibilité phénotypique des isolats VIH2 à GS9131. Comme vous le voyez, en ce qui concerne les virus sauvages, il n'y a pas de problème. Ils sont sensibles à GS9131 dans les mêmes ordres de CI50 que pour le VIH1 sauvage.
En ce qui concerne les profils de résistance, eh bien, on voit une résistance qui est légèrement augmentée en présence de mutation 65R ou 184V et une résistance de très haut niveau en présence de la mutation Q151N. Sur la figure de droite, vous avez l'activité antivirale de GS9131 sur des isolats cliniques VIH2. C'est exprimé en pourcentage d'inhibition de réplication, mais ça reflète la même chose que ce que vous pouvez voir sur le tableau de gauche. Vous voyez que le virus Q151M, symbolisé par un triangle, n'est pas du tout inhibé. En conclusion, le GS9131 montre une activité antivirale in vitro contre des virus sauvages VIH2. Les virus K65R et M184 présentent une sensibilité phénotypique diminuée à GS9131. Les virus Q151M sont hautement résistants à GS9131. Ces données in vitro suggèrent que GS9131 pourrait représenter une nouvelle molécule antirétrovirale active contre le VIH2 sauvage et avec également possible une activité résiduelle contre les virus résistants 65R et 184V, qui sont des profils fréquemment rencontrés en cas d'échec ONU dans l'infection VIH2, en particulier la 65R, qui est beaucoup plus fréquemment rencontrée dans le VIH2 que dans le VIH1. Merci à tous et merci spécialement à Quentin Lehingrat qui a réalisé ces travaux au laboratoire. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Cette présentation a pour but de commenter le poster intitulé « Polymorphisme dans l'intégrase et impact sur les traitements à base de dolutegravir au Cameroun ». Depuis juillet 2019, l'OMS recommande que les traitements antirétroviraux de première ligne pour les pays à ressources limitées soient à base de dolutegravir, un anti-intégrase. Cependant, la plupart des données sur les mutations de résistance au dolutegravir proviennent de patients infectés par le sous-type B du VIH1 et des études suggèrent un impact potentiel du sous-type sur l'efficacité de ce traitement. L'objectif de cette étude a donc été d'une part d'étudier le polymorphisme de l'intégrase des souches non B du VIH1 chez les patients naïfs de traitement au Cameroun, et d'autre part, l'impact de ce polymorphisme sur les traitements à base de dolutegravir. Nous avons travaillé dans le cadre de l'étude NAMSAL. C'est un essai clinique conduit au Cameroun dont l'objectif était d'évaluer l'efficacité, la tolérance et le coût d'un traitement combinant le dolutegravir avec des inhibiteurs de la transcriptase inverse. Ainsi, 310 patients ayant reçu le traitement à base de dolutegravir ont été suivis jusqu'à 96 semaines, avec pour seuil de définition du succès virologique une charge virale inférieure à 50 copies par ml. Le gène de l'intégrase a été amplifié selon le protocole de l'ANRS et séquencé par la méthode Sanger à J0, ainsi que pour tous les patients en échec à 96 semaines. Les sous-types ECRF ont été identifiés par phylogénie en maximum de vraisemblance, FIML, et le logiciel Simplot a été utilisé pour la détection des recombinants. Les mutations de résistance aux antirétroviraux ont été analysées selon l'algorithme de Stanford avec la version 8.8. La séquence de l'intégrase a été obtenue pour 307 patients à J0. Nous avons constaté que le CRF02 était majoritaire, avec 56,7% des souches, suivi d'une très grande diversité, avec 4 sous-types et 8 CRF différents, et enfin 15,7% de formes recombinantes uniques, ou URF. Aucune mutation majeure prédisant une résistance aux inhibiteurs de l'intégrase n'a été détectée à J0. D'après l'algorithme de Stanford, un niveau élevé de polymorphisme a été observé, comme le montre ce graphique, avec 14% des patients portant des mutations de résistance mineure. La mutation E157Q était la mutation mineure la plus fréquente, portée par 23 patients, suivie de la T97A chez 16 patients. Et la combinaison T97A et E157Q a été retrouvée chez 2 patients. Parmi les 23 souches avec la mutation E157Q, 20 sont CRF02, avec une prévalence de 11,5% de cette mutation chez les CRF02. Parmi les 16 souches avec la mutation T97A, 8 sont CRF02, avec une prévalence de 4,6% des CRF02. On y retrouve également 2 CRF22, 2D, 2F2, 1G et un URF.
Enfin, les deux souches avec les deux mutations T97A et E157Q sont du sous-type G. Une analyse multivariée a été effectuée en utilisant 50 copies par ml comme seuil de l'échec viral. Cette analyse a montré que la présence de mutations accessoires de résistance aux anti-intégrases n'était pas associée à l'échec viral à la semaine 96. Les 8 patients en échec ne présentaient aucune mutation majeure. En conclusion, nous pouvons dire qu'un important polymorphisme génétique de l'intégrase a été observé dans cette étude et que 14% des souches possédaient une mutation associée à une possible résistance. Cependant, d'après les études multivariées, aucun impact sur l'efficacité d'un traitement en première ligne à base de dolutegravir n'a été observé à 96 semaines. Nous confirmons également la présence élevée des mutations accessoires associées à la résistance aux inhibiteurs de l'intégrase dans les sous-types non B du VIH1, en particulier dans le CRF02 qui prédomine en Afrique centrale et de l'Ouest. Les algorithmes utilisés pour la prédiction de la résistance aux médicaments devraient donc ajouter une mise en garde sur la présence de ces mutations en tant que polymorphisme naturel dans les souches non B. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, chers congressistes. Je suis Dr Bassirou Diallo, conseiller en mobilisation communautaire au niveau du bureau pays de l'ONU-SIDA. Je voudrais partager avec vous notre travail intitulé « Dépistage du VIH à partir du cas index, cas des enfants malnutris sévères de la région de Ségou ». En contexte, je rappelle qu'au total, 3574 enfants malnutris ont été vus en consultation dans les uriniers de la région de Ségou en 2017. Mais seulement 23 d'entre eux ont bénéficié d'un test de dépistage du VIH, soit un taux de dépistage de 0,64%. D'où cette initiative basée sur le partenariat public et communautaire qui avait pour objectif de renforcer le dépistage et la prise en charge du VIH chez les enfants malnutris suivis au niveau des unités de récupération nutritionnelle intensive URENI de la région de Ségou. En termes de matériel et méthode, l'expérience a concerné 8 URENI des districts sanitaires de Ségou durant la période allant de janvier à mai 2019. La porte d'entrée de la malnutrition sévère aiguë était utilisée pour proposer systématiquement le dépistage du VIH de l'enfant aux tuteurs et parents. Dès que le test de dépistage accepté revenait positif, il fallait proposer le dépistage du VIH aux parents, aux frères et aux sœurs. Les 3 urinies les plus performantes étaient primées à la fin du processus. 70% de la valeur du prix devait aller au renforcement de l'urinie et 30% à la motivation du personnel. Les activités développées ont été les suivantes. Une rencontre préparatoire avec l'ensemble des parties prenantes, une formation en conseil dépistage du VIH de 2 prestataires venant de chaque uranie, des missions de terrain, un système de monitoring téléphonique hebdomadaire, une mise en place et animation d'un comité de pilotage, une rencontre de dissémination des résultats et de remise de prix. Le rôle des acteurs était le suivant. Au niveau des districts sanitaires. Les districts sanitaires étaient chargés de développer des stratégies adaptées aux réalités locales, de réaliser les activités de dépistage et de mise sous traitement, de renseigner les outils primaires, de produire des rapports périodiques. Quant à la direction régionale de la santé, elle était chargée d'assurer les formations de l'organisation des rencontres de lancement et de restitution, assurer les supervisions, mettre en place et animer le comité de pilotage, centraliser les rapports d'activité. Quant à l'ONG, elle était chargée d'appuyer les formations et l'organisation des rencontres de lancement et de restitution, appuyer les supervisions, appuyer la mise en place et l'animation du comité de pilotage, assurer le monitoring téléphonique hebdomadaire, veiller à la disponibilité des intrants au niveau régional et alerter rapidement le niveau national en cas de rupture, faciliter l'approvisionnement des districts sanitaires en intrants en suivant leurs commandes au niveau du dépôt régional. Comme résultat, en 5 mois d'activité, les 8 IRENI ont réussi 463 enfants malnutris, parmi lesquels 97% ont été dépistés. Si vous constatez de moins de 1%, on a pu amener le taux de dépistage à environ 97%. Et parmi lesquels 11 cas positifs ont été retrouvés, soit 2,38% de taux de positivité. La pratique du dépistage à partir du cas index a permis, à partir des 11, a permis de toucher 31 personnes, dont 21 sont revenues positives. Ces 21 cas positifs sont répartis comme suit: 11 mères,
des 11 mères, 4 frères et sœurs. Au total, les 482 ayant bénéficié de dépistage, sur les 482 ayant bénéficié de dépistage, 32 sont revenus positifs. Parmi les 32, 30 ont été mis sous traitement antirétroviral. En termes de leçons apprises, nous avons constaté que les prix créent une émulation saine entre les structures qui les poussent à développer des initiatives qui améliorent les résultats. Le rôle d'appui de l'ONG permet de réduire considérablement les ruptures d'intrants au niveau des sites et facilite l'organisation des activités relevant de la direction régionale de la santé. En 5 mois d'activité, le projet a permis d'avoir plus d'enfants infectés par le VIH dans les régions qu'en 12 mois de travail habituel. En conclusion, nous pouvons dire que le dépistage du cas index à partir de la porte d'entrée de la malnutrition sévère peut aider le Mali à faire un bond énorme dans la relation des 90-90-90. Cette stratégie qui met au cœur des activités les structures de mise en œuvre doit inspirer les autorités nationales dans l'écriture de la nouvelle note conceptuelle du Mali. Je voudrais vous remercier pour avoir suivi notre présentation, tout en disant que Zoom n'a pas été facile. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, chers modérateurs. Mon nom est Abou Abdallah Malik Diouara. Je suis enseignant-chercheur à l'École supérieure polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mes travaux de recherche portent essentiellement sur la génomique et les maladies infectieuses, notamment le VIH, les hépatites et récemment l'épidémiologie moléculaire des coronavirus au Sénégal. Et donc, ainsi pour dire, c'est avec un réel plaisir que je viens partager avec vous les résultats de nos travaux qui ont trait à l'étude de la dynamique spatio-temporelle des sous-types du VIH1 en Afrique et leur potentielle implication. Donc, sans tarder, je vais passer à mon diaporama pour vous présenter l'économie de ces travaux. Nous savons que les outils de diagnostic et de suivi virologique sont sensibles à la diversité génétique. Donc, ici, pour nous, l'objectif était d'étudier l'évolution et la distribution spatiale des sous-types du VIH1 en Afrique sur la période allant de 1990 à 2014. Donc, quelles ont été les motivations de cette étude-là? C'est d'abord la grande diversité des souches virales, mais aussi à l'échelle du continent, on a une présence documentée de tous les sous-types et sous-sous-types du VIH1 groupe M, et aussi la plupart des formes recombinantes décrites jusque-là. Alors, d'un point de vue méthodologique, il était question pour nous, sur cette période allant de 1990 à 2014, nous avons extrait de la base de données de Los Alamos toutes les séquences du VIH1 non redondantes et de taille supérieure à 100 nucléotides. Une analyse stratifiée des proportions de sous-types a été réalisée conjointement avec les données de la littérature et ce, à des intervalles réguliers de 5 ans. Les analyses de régression binaire et de corrélation de Pearson ont été également effectuées pour comparer la dynamique des proportions des sous-types observés au sein et entre régions géographiques qui étaient découpées par une région au nord, donc les pays du Maghreb, les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays de l'Afrique australe et du centre. Donc ici, représenté sur ce graphique à droite de votre diapositive, donc sur les 54 pays, les données ont concerné 48 pays. Donc toujours dans notre approche analytique, partant de cette approche analytique, nous avons obtenu au total 100 822 séquences et données associées qui ont fait l'objet de notre analyse. Donc, les résultats ont montré la prédominance, à l'échelle du continent, la prédominance du sous-type C, suivi des sous-types A, D et du CRF02, mais également des proportions de formes de souches recombinantes, des formes recombinantes uniques, qui est à concurrence de 5,7%. Donc, quand on regarde ces données au niveau de la répartition géographique et en regardant l'évolution des proportions des sous-types du VIH sur cette période étudiée de 1990 à 2014, nous avons
Le sous-type C qui est largement majoritaire en Afrique australe, donc ce qui apparaît ici en jaune, donc, et ce pendant toute la période d'études. Et aussi, quand on regarde l'Afrique de l'Est, on a les sous-types A, D et C qui sont constamment prédominants. Globalement, les proportions de CRF02 ici en violet, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et en Afrique centrale sont suivies par les sous-types A et G. Donc A en bleu, G en vert. Donc à côté de cela, on va dire malgré la présence quasi exclusive du sous-type B en Afrique du Nord, ce qu'on a ici en vert, on a vu au fil des ans la présence documentée de souches non B de plus en plus en allant vers 2014. Donc sur la période 90 à 2014, on voit ces nombres de sous-types non B qui augmentent. Donc, de fortes corrélations positives ont été aussi observées entre les sous-types communs des différentes régions géographiques analysées. Donc, les sous-types qu'on voyait un tout petit peu qui apparaissent dans les différents motifs des régions génomiques, des régions géographiques autant pour moi, à savoir le sous-type A, le sous-type G, mais aussi le sous-type C, ici en Afrique australe et en Afrique de l'Est. Donc, on voyait globalement que ces sous-types qui sont communs à ces différentes régions géographiques évoluer, sembler montrer un même schéma de propagation sur cette période étudiée. Donc, ce qu'on peut retenir de cette étude-là est que, au-delà des stéréotypes traditionnels, cette étude révèle une distribution géographique très contrastée avec un changement de sous-type dominant au fil des ans, tant au niveau des pays qu'au niveau régional. Cette étude met également en évidence une augmentation des URF avec des proportions remarquables en Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est, méritant ainsi des études épidémiologiques ciblées afin de déterminer leur impact sur les outils de diagnostic et de suivi. Donc, sur ce, je me prête à vos questions et commentaires au regard de ces résultats que nous avons présentés dans le cadre de cette conférence. Merci encore une fois de l'opportunité qui m'a été offerte pour partager ces résultats. Bonjour à tout le monde, je suis Jean-Paul Enama, je suis le directeur de Humanity First Cameroun et mes travaux aujourd'hui portent sur le 3e 90 en lien avec l'examen de la charge virale. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler de ce travail qui porte sur l'implication des agents communautaires pour l'atteinte du 3e 90 en lien avec la charge virale au sein des populations clés. Donc, partager l'expérience de Humanity First Cameroun avec les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Donc, globalement, pourquoi ce thème-là? On sait que les deux premiers 90 sont plus ou moins liés au dépistage et au traitement, sont plus ou moins adressés. Le troisième reste un peu celui qui est très peu couvert, d'autant plus que 39% des personnes en Afrique centrale ont accès à l'examen de la charge virale. Les populations clés du fait de la discrimination, la stigmatisation, qui ont déjà un faible accès aux services de santé sont encore doublement affectés par cet examen qui leur est très peu accessible. C'est dans ce cadre-là, donc, nous, à Humanity First Cameroun, nous avons pensé mettre en place des prélèvements communautaires, c'est-à-dire des agents communautaires qui vont vers les communautés prélever des personnes et amener les examens vers les laboratoires, quelques laboratoires qui existent. Il faut, pour rappel, il y a un compte 3, le centre Pasteur, qui est le renommé, le centre de référence Chantal Biya, et un laboratoire qui le fait, celui de l'hôpital de Messassi. Donc, nous, entre octobre 2018 et septembre 2019, dans le cadre du projet CHAM que nous menons avec CARE Cameroun, nous avons recensé toutes les personnes qui sont éligibles à M6, ces nouvelles personnes nouvellement mises sous traitement, et M12, plus anciennes personnes. Nous avons recensé ces personnes-là. Et les 8 acteurs communautaires formés là, on sont allés prélever ces personnes-là dans la communauté et ont amené les résultats vers les laboratoires. Et nous avons eu 170 personnes qui ont été éligibles à cela et 166 personnes ont pu supprimer la charge virale, soit autour de 97%. Pour rappel, la charge virale est détectable lorsqu'elle est en deçà de 1000 copies par millilitre.
Donc, c'était une très belle expérience qui nous a permis tout au moins de mettre la plupart de ces personnes-là, de connaître leurs résultats et d'avoir une charge virale indétectable. Je vous remercie. Merci. Des questions? J'attends. Eh bien, merci à tous. Merci à tous les présentateurs d'avoir bien voulu enregistrer leur présentation et d'avoir maintenu le temps. Donc, je pense que voilà, vous êtes quasiment tous connectés. Charlotte est à côté de moi. Je crois qu'il manque simplement une personne, enfin, un présentateur qui n'a pas pu se connecter, c'est Malik Diawara. Mais voilà, donc on est tous réunis là pour cette session de questions-réponses. Alors, je m'adresse à toutes les personnes qui sont connectées, timides, et n'hésitez pas à faire via le chat. Pour le moment, je n'ai pas de questions de l'assistance, donc n'hésitez surtout pas. Il faut que cette session soit interactive et que pour que ce soit profitable pour tous. Donc, en attendant des prochaines questions, je vais m'adresser d'abord à Alexandra Duhan. Bonjour. Donc, il vous a présenté un travail là, donc, sur l'analyse de la résistance chez les patients infectés par le VHO Nord Kivu. Depuis que en fait, cette étude a été faite, si j'ai bien compris, il y avait le projet de mettre en place de la charge virale là-bas. Effectivement, en fait, quand nous sommes arrivés, le dosage était effectué que par le biais du dosage des CD4. Et nous avons eu la chance, grâce au PNLS, de pouvoir installer un CFED et de pouvoir mettre en place, avec pas mal de difficultés, mais on a fini par y arriver, la charge virale par le biais du GeneXpert, effectivement. Et depuis, la file de patients active est suivie grâce à cette charge virale sur l'hôpital de Panzi. Voilà, depuis 2018 maintenant, exactement. D'accord. Et du coup, donc maintenant, c'est fonctionnel. Et quelles sont les recommandations d'utilisation? Est-ce que c'est une charge virale au bout après 6 mois d'initiation? Comment c'est utilisé? C'est encore un petit peu complexe là-bas parce qu'il y a énormément de difficultés d'apport de cassettes de charge virale dans cette région qui est extrêmement tendue d'un point de vue politique et puis d'un point de vue aussi géopolitique. C'est très très compliqué, mais ils instaurent effectivement un suivi de charge virale via 2 charges virales par an, effectivement, tout à fait. D'accord. Donc ça permet important parce que de pouvoir suivre effectivement une bonne partie de leurs patients. D'accord. Je rappelle que c'est vraiment important parce que les données que tu montres montrent même un haut niveau de résistance parmi les patients qui sont en échec. Tout à fait. Alors j'imagine que c'était principalement des patients qui ont été mis sous une première ligne avec des inhibiteurs nucléosidiques plus un inhibiteur non nucléosidique. Mais c'est vrai qu'on voit quand même un très très haut niveau de résistance avec aussi malheureusement des résistances aux inhibiteurs de protéases. Vous avez une question, les résistances aux inhibiteurs de protéases, c'était des mutations majeures? Alors ce sont des mutations effectivement qu'on retrouve régulièrement. Donc on a associé ça beaucoup à, comment vous expliquer, en fait, à du trafic dans les rues, notamment de médicaments frelatés ou de médicaments qui viennent d'un peu partout, qui sont revendus dans le marché de rue. Donc, ce sont des problématiques qui sont rencontrées sur tous les ARV en ce moment dans cette région-là, puisque la délivrance de médicaments en fait est extrêmement compliquée à part à l'hôpital, effectivement. D'accord, merci. Charlotte, vous avez une question? Oui, je voulais vous demander, avec la mise en place de la charge virale, quel est le côté pratique,
j'allais dire, l'application, quand les cliniciens reçoivent, est-ce que ça, vous avez déjà un retour? Comment ça se passe quand les cliniciens reçoivent les charges virales? Comment ils pratiquent? Alors, le retour, en fait, donc le dernier retour qu'on a été un petit peu complexe parce qu'on n'y est pas retourné depuis un certain temps à cause du Covid, donc on a un peu de problématiques, voilà. Mais a priori, ils arrivent quand même à retrouver les patients et à switcher sur une deuxième ligne au fur et à mesure, quand même. Tout à fait. Parfait. OK. Merci beaucoup, Alexandra, pour cette très belle présentation. Alors, on a une question, j'ai quelques questions voilà, qui viennent de l'assistance, donc je vais en profiter. Il y a une question pour le docteur Diallo. Bonjour, docteur Diallo, vous m'entendez bien? Bonjour, madame. Alors, il y avait une question de Guillaume Breton de Soltis, de l'ONG Soltis, qui demandait est-ce que vous pouvez nous expliquer les éventuelles difficultés pour le dépistage intrafamilial? Quel est le taux d'acceptabilité, de refus? Et quelle stratégie avez-vous mis en place pour faciliter cette acceptation si vous avez eu des difficultés? Allô? Oui, vous m'entendez? Je vous entends bien, allez-y. Ok, je n'ai pas bien entendu la dernière partie de la question, mais la question, c'est le taux d'acceptabilité du dépistage intrafamilial, n'est-ce pas? Exactement. Et si, voilà, exactement. Quel est le taux d'acceptabilité et si enfin voilà, déjà pour commencer. Oui, en fait, il m'est difficile de donner un taux d'acceptabilité, mais le principe, c'était déjà d'amener les structures publiques, parce que c'est une expérience qui a beaucoup concerné les structures publiques, d'amener les structures publiques à faire cette pratique. Donc, en fonction des réalités du terrain, ils arrivaient à remonter. Mais dans l'ensemble, quand même, à partir des 11 cas positifs, ils ont pu remonter 31 personnes de la famille. Mais, donc, il m'est difficile de dire, voici 1000 personnes qui ont été touchées. Parmi les 1000 personnes, 31 personnes ont été dépistées. Non, ils ont réussi à dépister les 31 personnes, effectivement. Mais pour nous, nous voyons plus le fait que les structures publiques ont accepté et ont intégré cette démarche, c'est ça la plus-value surtout. Maintenant, il va falloir pousser pour savoir exactement, au-delà de la pratique, combien de personnes ayant été sensibilisées, combien ils ont réussi à dépister réellement. Malheureusement, le travail n'a pas été fait dans ce sens. D'accord, donc vous ne savez pas exactement, parmi la totalité des personnes à qui on a proposé le dépistage intrafamilial, quel a été le taux d'acceptation? Aïe, je pense qu'on a perdu un peu la connexion avec le docteur Diallo. Si, on va voir s'il peut se reconnecter et puis poursuivre un petit peu la discussion sur. C'est un travail qui est très intéressant parce qu'on voit bien que quand on cible bien les populations, on a un taux de dépistage qui est beaucoup plus important que quand on fait du dépistage large et pas sur des populations ciblées, et que cette entrée-là des enfants malnutris est probablement une très très bonne porte d'entrée. Du coup, j'avais maintenant une question pour Christelle Butel. Bonjour, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Oui, super, merci. Bravo pour cette très belle présentation des résultats donc, dans NAMSAL. Sont vraiment des résultats très importants qui sont très rassurants pour l'utilisation du dolutegravir en première ligne dans les pays du Sud. Parce que c'est vrai que c'était vraiment une question, ce polymorphisme de l'intégrase. Donc, je pense que c'est vraiment des résultats très importants qu'il va falloir diffuser de manière très large, qui sont déjà en partie déjà diffusés, mais peut-être communiquer vraiment sur ces résultats. Du coup, j'avais une question un peu qui nous concerne un peu directement, c'est
comme on voit qu'il n'y a pas d'impact de la mutation E157Q, est-ce que par exemple, dans l'algorithme de l'ANRS, le dolutegravir en once a day est considéré comme résistant possible? Est-ce que toi, tu suggérerais de changer cette règle et de ne pas mettre la mutation E157Q en résistance possible pour le dolutegravir once a day? Alors, si ce n'est pas forcément changer cette règle, mais peut-être mettre une alerte, une petite mise en garde pour les sous-types non B, en fait. Pour cette, du fait de la prévalence élevée de la 157Q, comme on l'a vu dans les CRF 02AG, par exemple. Principalement, oui. D'accord. Ok, merci. Ouais. Et j'avais une autre question. Est-ce que vous avez prévu de faire une analyse en ultra deep sequencing dans l'ABSAL? Est-ce que c'est prévu, c'est fait? Il y a des résultats qui sont en cours qui vont être présentés? C'est donc une technique qui est développée déjà au laboratoire. Et donc, c'est prévu de travailler sur ces échantillons, de les faire en deep sequencing. Et c'est en cours, les analyses sont en cours. En fait. Quasiment. D'accord. Ok, super. Et ben, merci beaucoup pour ce très joli travail. Du coup, je vais revenir au docteur Diallo, qui s'est reconnecté. Oui, parce que j'avais une autre question. Vous pouvez brancher votre micro, Monsieur Diallo. Il faudrait réactiver votre micro, si vous m'entendez. Il faudrait remettre votre micro Voilà, super. Merci beaucoup. J'avais une autre question pour vous de l'assistance. De Monsieur Quadio Francarno Amani, qui travaille en Côte d'Ivoire et qui souhaitait savoir pourquoi vous avez décidé de focaliser sur les enfants malnutris sévères au lieu et place des malnutris modérés. Pourquoi ce choix de cette population très spécifique? Ok. Merci pour cette question. En fait, avant de lancer ce projet, nous avions fait une expérience à petite échelle qui a concerné la ville de Ségou et la ville de Sigasso. Le principe, c'était de prendre les malnutris sévères et les malnutris modérés. Donc, nous nous sommes rendus compte, après 3 mois d'intervention, aussi bien à Sigasso et à Ségou, que chez les malnutris modérés, on avait presque 0 cas. Tous les 2 enfants dépistés, c'était 0 cas. Mais chez les malnutris aigus sévères, donc on avait des cas positifs. Ça, c'est au bout de 3 mois. Donc, à partir de là, quand nous avons voulu lancer ce projet cette fois-ci, on a écarté les malnutris modérés pour mettre le focus uniquement sur les malnutris sévères. Ok, merci beaucoup pour cette réponse très claire qui montre bien que vous avez, vous êtes focalisé sur cette population particulière des enfants malnutris sévères et qui est une très bonne porte d'entrée pour le dépistage du VIH, puisque ça vous donne accès après à du dépistage intrafamilial. Merci beaucoup pour vos réponses. Et donc, du coup, je m'adresse maintenant à monsieur Jean-Paul Enama. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. Du coup, j'avais, alors je crois, il y avait une question qui venait de Monsieur Ameni, qui vient de Côte d'Ivoire
et qui vous demandait comment vous arrivez à mobiliser, à retenir dans les soins les personnes VIH positives que vous suivez au sein de votre centre. Merci, très bonne question. Oui, elle est assez vaste. Mais déjà, il faut, comme je l'ai dit dans la présentation, c'est-à-dire un centre d'écoute où nous recevons les personnes que nous mobilisons. Et donc, nous avons une approche qui est une approche, bon, c'est un peu de conseiller, l'aidant des personnes qui suivent ces personnes-là de manière rapprochée. Donc, une fois que la personne est testée positive au VIH, elles vont l'accompagner dans les formations sanitaires parce qu'au Cameroun, jusqu'ici, l'initiation aux soins est faite dans les hôpitaux. Donc, elles vont vous accompagner à l'hôpital pour justement pour ce lien aux soins-là. Et ces personnes sont chargées de vous appeler tous les mois, par exemple, pour vous rappeler votre traitement. Elles vous invitent dans les groupes de soutien pour vous aider vraiment à accepter déjà votre statut sérologique, à vivre de manière, en fait, le congrès. Et une fois que vous avez atteint 6 mois, si jamais vous avez une charge virale indétectable, vous pouvez demander à prendre le traitement en communauté parce que on ne peut pas initier en communauté, mais on peut prendre le traitement dans les centres communautaires. Donc, ces personnes-là, donc maintenant, sont invitées, si elles le souhaitent, on peut collecter leur traitement, soit leur donner sur place dans leur lieu de vie. Et justement, actuellement, avec le contexte de l'épidémie du Covid, c'est ce qui est fait. Nous collectons les médicaments, allons donner aux gens dans les lieux de vie pour éviter à ces personnes de se déplacer et rencontrer d'autres personnes. Et voilà, nous continuons justement aussi avec beaucoup d'éducation thérapeutique, beaucoup de soutien psychosocial qui est très rapproché, qui nous permet de nous rassurer que les personnes virales et que justement cette suppression-là est maintenue au fil du temps. Donc voilà un peu le suivi qui est fait au niveau communautaire par les conseillers relais, à la fois les conseillers psychosociaux, les conseillers relais qui sont un peu le bras long des conseillers psychosociaux parce qu'ils vont dans les formations sanitaires, ils vont vers les communautés, rencontrer les personnes, discuter un peu de tout cela pour aider vraiment les gens à intégrer le concept de la vie positive et à accepter de vivre que le VIH ne soit plus un poids ou alors voilà quoi, qu'elle soit maintenue sous traitement, elle supprime la charge virale et que Merci, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, monsieur Franck. Si, merci. Parce que, en fait, là, dans votre étude, vous rapportez un taux de charge virale inférieur à 1000 copies qui est de 97%, qui est très, très élevé. C'est très bien. Est-ce que vous, y compris donc, les gens que vous avez sélectionnés qui n'avaient pas eu de charge virale depuis plus de 6 mois? Oui, il y a des personnes qu'on sélectionne. Je ne sais pas si je comprends bien la question. Il y a des personnes que nous sélectionnons. C'était très bien. Mais est-ce que sur votre file active, en général, vous avez une idée du pourcentage de patients qui ont des charges virales inférieures à 1000? Parce que là, c'est dans la population, là, dans les 170 que vous avez identifiés qui n'avaient pas eu de charge virale dans les 6 mois. Mais globalement, dans votre file active, est-ce que vous avez une idée du pourcentage de patients avec charge virale inférieure à 1000? Bien évidemment, nous avons une file active de plus de 800 personnes. Ça, c'est les personnes que nous avons rapportées. Vraiment, c'est les personnes que nous avons collecté l'échantillon de sang, soit en communauté, soit au sein du centre, au sein de notre dropping center. Mais de manière générale, on a 800 personnes que nous suivons et nous avons une suppression virale. C'est vrai que c'est très dynamique tout le temps, mais les derniers chiffres, on était à 85% des personnes qui ont supprimé leur charge virale. Les autres personnes, vraiment, c'est des personnes soit qui ont donné de voir le médecin, peut-être pourquoi on encourage peut-être pourquoi le médecin a demandé un test de résistance parce que c'est pas normal qu'au bout de 6 mois ou 1 an qu'on continue d'observer les charges virales détectables. Donc nous encourageons les personnes justement à discuter avec leur médecin. C'est vrai qu'au Cameroun le test de résistance il est assez coûteux, donc nous à notre niveau bon de toute façon nous leur demandons d'en discuter et voir si on peut changer le protocole le protocole qu'ils prennent ou alors à partir de la charge virale
voir si elle est successivement détectable, ou je pense que instinctivement les médecins peuvent changer souvent, sans demander le test de résistance, peuvent changer également aussi le traitement. Mais de toute façon, jusqu'ici quand même, nous pensons que nous nous rapprochons des 90 avec la batterie d'activités que nous menons, nous parvenons à supprimer, avoir des bons résultats sur la suppression de la charge ici. Bon, pour 1000, on a 10 000 parce qu'il y a plusieurs, les appareils que nous sont utilisés, comme j'ai parlé, il y a 3 grands centres. Donc, par exemple, le centre Pasteur, le C, c'est 50 copies par millilitre. Au centre sur le référence, on est à 200. Donc, en fait, on a préféré, parfois certains bénéficiaires étaient inquiets que pourquoi d'autres personnes sont à 50 et ils sont à 200. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas leur traitement. Non, on préfère leur donner la définition de l'OMS qui définit vraiment une charge virale indétectable. En deçà de 1000 copies, on peut être tranquille, mais laisser des détectabilités, c'est en fonction des différents les appareils, en fait. Donc, c'est pourquoi D'accord, merci. Enfin, je rappelle quand même que qu'idéalement, l'objectif sous traitement, c'est d'avoir une charge virale inférieure à 50 copies, en particulier lorsqu'on a des molécules qui sont des schémas thérapeutiques avec des faibles barrières génétiques, où on sait très bien qu'entre 50 et 1000 copies, il y a un risque d'émergence de mutation de résistance, et y compris aussi avec le dolutegravir. Il y a des cas de résistance qui sont décrites avec des charges virales qui sont à moins de 1000 copies. Donc c'est vrai que, bon, même si c'est toujours le seuil recommandé par l'OMS pour définir l'échec virologique, il faut quand même avoir en tête que ce seuil sera sans doute baissé et je l'espère sincèrement dans les années, dans les mois ou dans les années qui viennent, parce qu'on sait bien qu'en dessous de 1000 copies, entre 50 et 1000, il se passe des choses et que c'est pas idéal de laisser un virus se répliquer en présence de médicaments. Merci beaucoup de vos réponses et de votre travail, merci. J'avais une question maintenant je finis par Charlotte, donc et puis je finis aussi par le VIH2. Donc merci beaucoup Charlotte pour ce travail sur le VIH2. C'est important, en Afrique de l'Ouest, il y a encore des patients qui sont infectés par le VIH2. Tout le monde sait qu'il y a quand même peu d'options thérapeutiques pour ces patients, donc c'est important d'avoir des nouvelles molécules. J'avais une question sur cet inhibiteur nucléosidique de transcriptase inverse le GS9131. D'une part, c'est un inhibiteur nucléosidique dont le mode d'action est comme celui des analogues nucléosidiques qu'on connaît. C'est pas un inhibiteur de translocation. Exactement. Non, c'est pas un inhibiteur de translocation, c'est un analogue, j'allais dire classique. Oui, tout à fait. Et donc là, c'est intéressant, il y a quand même une activité qui persiste chez des virus qui ont des mutations K65R et 184V. Est-ce que vous avez essayé de faire des passages in vitro en culture avec ce NUC pour voir ce qui émergeait comme mutation de résistance chez le VIH2 spécifiquement? Alors non, effectivement, on n'a pas fait d'expérience de pression de sélection in vitro. Donc ça, je ne vais pas pouvoir te répondre. Mais par contre, pour revenir sur les profils, oui, effectivement, c'est très intéressant. Alors, sur 184V, mais surtout sur 65R, parce qu'en fait, dans le VIH2, alors elle est sélectionnée aussi dans le 1, bien sûr, dans le VIH1, mais dans le VIH2, elle est vraiment sélectionnée beaucoup plus fréquemment que dans le VIH1. Et on sait qu'en plus, quand il y a la 65R, il y a, à part la ZT, il n'y a plus rien qui marche. Donc, sur ce point-là, même si ce n'est pas une activité totale, c'est vrai que c'est quand même une molécule qui est intéressante sur ce point-là, parce que même si c'est une activité résiduelle, on est tellement plus rapidement en impasse thérapeutique dans le 2 que dans le 1 que c'est intéressant, j'allais dire, évidemment pour le sauvage, mais ça, toute la classe des NUC est sensible, donc est active sur le VIH2, je veux dire. Donc ça, à la limite, bon, un de plus, on ne va pas se plaindre, mais là, vraiment le plus pour moi de cette molécule pour le 2, c'est qu'il y ait une petite, même si elle n'est pas totale, une petite activité sur le 65. D'accord, ok, merci, c'est intéressant.
Est-ce que tu as des nouvelles sur le stade de développement ce nouvel alors, pas récemment, parce que là, en plus, depuis la crise Covid, mais d'avant, puisque pour moi, Gilead mettait en suspens le développement de cette molécule. Donc, j'avoue que je n'ai pas eu l'occasion de rediscuter avec eux, mais des nouvelles qui datent de février, mais voilà, les dernières nouvelles que j'ai. D'accord. Ben, merci beaucoup. Il y avait une question de l'assistance, mais qui ne s'adresse pas particulièrement, alors peut-être plus particulièrement, je pense à Monsieur Enama. Non, peut-être Monsieur Diallo, les deux. Non, peut-être Monsieur Diallo, parce que c'est sur l'approche familiale. Est-ce que vous avez une organisation ou un partenaire de référence pour l'approche familiale? Alors, on ne vous entend pas, il faut que vous activiez votre micro. OK. Ça va maintenant, j'espère. Ah, super, on vous entend. OK. Nous avons des partenaires, effectivement, parce que ce projet, il a été mis en œuvre par des partenaires locaux. L'ONUCID a juste apporté un appui financier et a fait le suivi sur le terrain. Et dans la région de Ségou au Mali, pour ceux qui connaissent le Mali, il y a l'ONG Walé, qui est un partenaire clé qui intervient dans ce domaine. Dans la région de Sigasso, il y a l'ONG, l'association Kénédougou Solidarité, appelée CERKES, qui aussi intervient, qui fait ça. Mais je sais que parallèlement à ces partenaires avec lesquels nous avons travaillé, il y a d'autres organisations au Mali, comme Arcade Sida et Soutoura, Emprod Sahel, qui font ces activités sur le terrain. OK, merci beaucoup. Merci. Bah, écoutez, je crois que s'il n'y en a plus de questions, ni de l'audience, ni des différents intervenants, je vais tous vous remercier sincèrement de cette session, de vos travaux, de les avoir présentés et de les avoir discutés avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à tous et puis je vous souhaite un bon congrès, encore un bon congrès, de belles discussions et c'est dommage, on n'a pas pu venir à Dakar, mais se retrouver tous là-bas, ça aurait été un grand plaisir. Mais on espère sincèrement pouvoir revenir bientôt. Mais je vous remercie à tous et bon après-midi. Au revoir. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. Merci, au revoir à tout le monde. Bye bye.